La psychanalyse, dont je viens de dire des choses pas correctes par rapport à ça, la psychanalyse, pour moi, elle est le champ qui arrive à penser à la fois l'intime et le politique. C'est la force de la psychanalyse que d'avoir cette capacité d'aborder la façon dont l'intime vient aussi déterminer le politique. C'est la position de Freud dans Psychologie des foules et Analyse du moi, phrase bien connue dans Psychologie des foules et Analyse du moi: toute psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale. D'emblée et simultanément. Ces deux termes me semblent majeurs. Pourquoi d'emblée? Pourquoi simultanément? Alors, quel rapport avec Lacan quand il dit le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel? C'est dans les écrits déjà, il disait ça, page 213. Ou bien justement ce qui est l'intitulé de Renato, l'inconscient, c'est la politique. Il faudrait déplier tout ça, mais en tout cas, je prendrai la version freudienne d'emblée et simultanément, et que au fond, ce d'emblée et simultanément fait que ça s'associe, menant à une spirale fatale, selon un entraînement réciproque qui emporte tout sur son passage, tant au niveau individuel que collectif. Quand Freud écrit d'emblée et simultanément, qu'est-ce qu'il veut dire? D'emblée, c'est-à-dire l'aspect inaugural du nouage entre l'individuel et le social. Le petit homme est inachevé de naissance, il est dans une potentielle détresse du nourrisson, et que par rapport à cette Hilflosigkeit, c'est que l'action de l'autre, ni trop tôt ni trop tard, dans une fenêtre temporelle, gleich, simultanément. Comme il dit, l'acte de l'autre, dans l'expérience de satisfaction, doit être dans la Gleichzeitigkeit, terme majeur, c'est-à-dire simultané. C'est simultané à cette détresse. D'où l'apaisement, d'où la menace. Puisque s'il peut le soulager, il peut donc le menacer et le détruire. Et effectivement, simultanément, c'est comme ça que l'individuel et le social sont imbriqués l'un dans l'autre, dans une coexistence où le successif est d'abord du simultané, comme le dit Freud dans le chapitre 2 de Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort. Une phrase assez étonnante. On voit qu'on bouleverse les choses si on dit comme Boucheron, Sienne 1338 pour parler de 1348. On anticipe, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est mis simultanément en marche. La simultanéité, donc c'est une coexistence dans le temps, dans l'immédiat, le présent, dans l'instant. Une simultanéité qui n'implique pas un rapport de causalité, mais plutôt une association synchronique dans la contingence. Ça montre la place de la contingence peut-être aussi dans l'histoire, même si, comme le dit le paradoxe des futurs contingents, le contingent devient du nécessaire par effet de rétroaction. Mais peut-être dans des glissements historiques où les choses basculent, peut-être un des moments dans lequel on est. Bien sûr, on pourrait prendre aussi ces fameuses années 30 toujours évoquées. Ce n'est pas une nécessité, c'est une contingence qui tout à coup surgit. Et contingence qui peut être une contingence de vie, comme dans l'expérience de satisfaction, qu'on dit, mais qui peut être aussi une contingence de mort. Tout cela pose la question de la pulsion de mort, et donc aussi des sources de la pulsion de mort. Alors, comme Frédéric, je me suis penché dans Au-delà du principe du plaisir, mais dans un autre chapitre. Alors, j'ai écrit un livre avec Pierre Magistretti, Neurosciences et psychanalyse, qui revisite, ça s'appelle Les énigmes du plaisir, qui revisite
l'au-delà du principe de plaisir, avec une sorte de difficulté quand même avec la biologie que Freud convoque, qui lui-même dit la biologie de mon époque ne suffit pas, peut-être dans quelques décennies on trouvera des choses qui me permettront de continuer à penser, mais là pour le moment je vais spéculer. Il le dit finalement aussi de la philosophie dans une certaine mesure. Il veut ça, voilà. Mais enfin, je me suis repenché, puisqu'en fait quand vous lisez au-delà du principe du plaisir, vous en avez pour une vie entière. Hein, et que chaque fois, moi je rachète tout le temps les volumes, pas pour avoir des nouvelles traductions, mais pour pas que ça soit souligné par moi, où je tourne en rond dans les mêmes phrases et pour lire de nouvelles. Alors là, il dit de manière extraordinaire, pour Freud, la pulsion de mort vient du fait que l'inanimé précède le vivant. Le passage de l'inanimé à la vie procéderait d'une force encore inconnue qu'on ne peut se représenter. Ça, je cite Freud. Hein. Il advint un jour que les propriétés de la vie furent suscitées dans la matière inanimée par l'action d'une force qu'on ne peut encore absolument pas se représenter. Ça met au défi de se la représenter. Hein. De ce passage résulterait, dit Freud, une tendance à retourner vers l'inanimé. C'est ce qui fait le propre de la pulsion de mort. On comprend bien. Peut-être, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais quand une autre occasion, peut-être que tout le débat sur l'entropie et la négantropie touche à cette question de cette force. Voilà. Le problème, c'est que j'ai un frère professeur de physique, spécialiste de la thermodynamique, et que chaque fois que j'essaye de lui parler de ça, il bougonne, un peu comme un analyste, lui qui est physicien, en disant voilà, parce que je prends Schrödinger, il me dit Schrödinger, c'est un prix Nobel qui après est parti. Qu'est-ce que la vie, quoi? Mais enfin, vous trouvez quand même aussi Stengers et Prigogine, des choses que lui-même reconnaît et que finalement j'ai pu lui extraire des choses avec lesquelles il était d'accord. Ce sera un autre sujet. Mais enfin, là je dis, il y a ce passage de l'inanimé à la vie, et c'est qu'un retour de l'inanimé, avec l'apparition de la vie, survient indissociablement une tendance à la mort, une pulsion de mort, comme le dit Freud, apparue du fait que la substance anorganique a pris vie. A pris vie. Oui, a pris vie. Non, a pris vie. De ce fait, résulte une tendance à préférer la mort. Pour Lacan, la pulsion de mort est ce qui, dans la vie, peut préférer la mort. C'est sa définition. Elle est donc associée à la vie, la pulsion de mort. Associée à la vie, un principe anti-vie, pourrait-on dire, associé à la vie. La pulsion de mort serait ce que Freud désigne, alors très intéressant dans ce texte. Alors, quand vous faites le corps parlant, je pense que ça aide beaucoup avec Lacan, mais il dit comme une pulsion de l'organisme. Il en parle comme ça au-delà du principe du plaisir. Pulsion de l'organisme, une pulsion associée à la vie, une pulsion vitale visant la mort, la néantisation, l'anéantissement. Donc une sacrée contradiction de se dire qu'en soi, on a une pulsion qui vise, vitale, qui vise la mort. D'ailleurs, Lacan l'a bien senti en disant toute pulsion est pulsion de mort, quoi. Finalement, et au fond, c'est-à-dire un mouvement inconscient, insu, peut-être une servitude du vivant, une servitude du vivant, à aller vers la mort. Et au fond, c'est en tout cas ce qui serait à la base
d'une visée paradoxale de la pulsion de mort qui se réalise dans la servitude volontaire. Je mets ça au travail de nos échanges. Une pulsion qui conduirait au plaisir dans le déplaisir, à une jouissance hors sens qui va contre la vie. Comme vous, j'ai mis entre guillemets jouissance, vous avez prononcé différemment parce que le mot jouissance, il est tellement majeur que finalement, c'est peut-être un des mots les plus complexes qu'on devrait toujours mettre entre guillemets. D'ailleurs, il n'arrive pas à être traduit. On dit jouissance, enfin, non. Et parce que des fois, on l'utilise à tort et à travers, au point qu'on ne sait plus du tout. Il suffit de dire jouissance, réel et objet A, et puis passe, tout va bien. Donc, au fond, là, il faut mettre au travail, et j'apprécie beaucoup l'exposé qu'on vient d'avoir par cette mise au travail précise des choses. Et je trouve que ça, c'est une chance de pouvoir travailler comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est une des formes de cette jouissance, c'est la compulsion de répétition. Elle est insidieuse, on ne la réalise pas, elle est obscure, elle va vers une jouissance obscure qui va vers le déplaisir. S'il y a une porte vers le plaisir et une porte vers le déplaisir, tout le monde se précipite vers le déplaisir. Pourquoi ? Drôle d'affaire.